proportions. Prenons l'exemple des pièces usinées qu'on avait déjà pris dans l'échantillonnage, et cette fois-ci, dans les pièces qui ont été fabriquées, on n'a pas une lecture de ce qui a été produit, tout simplement. C'est très courant dans la pratique puisque dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire, on ne va pas s'amuser à vérifier les diamètres de tous les boulons qui sont fabriqués ou les diamètres de toutes les pommes qui sont récoltées. Ça serait beaucoup trop long, bien sûr, on n'a ni le temps ni l'argent pour le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? On prend un échantillon de la production, on analyse cet échantillon et s'il est jugé conforme et si l'estimation qu'on peut faire de la population est jugée conforme, on va admettre la production. Donc ici on part d'une population dont on connaît éventuellement la taille, ici grand N 200 pièces, mais dont la répartition en termes de masse est inconnue. Donc on ne connaît pas la masse moyenne, on ne connaît pas l'écart type des masses, et on ne connaît pas non plus par exemple la proportion d'éléments qui se trouvent dans les deux premières colonnes du tableau par rapport à l'ensemble. On va donc prendre un échantillon dans lequel on a plus ou moins précisément la connaissance des masses des objets avec un échantillon ici de 20 pièces, petit n égale 20 pièces. En saisissant les données de ce tableau, on peut calculer la masse moyenne de l'échantillon. Donc x bar, à ne pas confondre avec mu qui est la masse moyenne de la population et qui n'a pas la même valeur. On peut évidemment calculer l'écart type de l'échantillon, petit s, et puis on peut aussi calculer la proportion petit p d'éléments appartenant à la deuxième et la première colonne, c'est-à-dire ici 4 éléments sur 20. Donc on a une proportion égale à 0,2 ici. Donc l'idée, c'est à partir de la seule connaissance de ces échantillons, essayer de faire une estimation des valeurs inconnues dans la population. On a en première lecture des estimations ponctuelles qui sont possibles, puisqu'on sait que en échantillonnage, les différentes moyennes d'échantillons, donc les différentes valeurs x bar, se centrent sur la moyenne de la population mu, suivant en plus une loi normale. Eh bien, en première estimation, on pourra dire qu'une estimation de mu, c'est tout simplement x bar, celle qui a été relevée dans l'échantillon. Donc vous noterez qu'on écrit un chapeau au-dessus de la lettre mu, ça c'est pour dire estimation de, donc c'est la notation employée. Mu chapeau égale x bar, estimation ponctuelle de mu. Pour la proportion pi, on a dans l'échantillonnage le même phénomène, c'est-à-dire que les différentes proportions p relevables sur des échantillons se moyennent sur la proportion pi existant dans la population. Et donc l'estimation ponctuelle de pi chapeau, sera donnée sur la valeur lue dans l'échantillon. C'est la moins mauvaise estimation qu'on puisse faire de la valeur pi. Alors évidemment, les valeurs mu et pi réelles sont inconnues. Pour sigma, c'est différent. On ne l'a pas vu dans la partie échantillonnage, mais les différentes valeurs petit s relevables dans les échantillons ne se moyennent pas sur la valeur sigma de la population. Il y a un biais, donc on dit que grand S, donc la liste des valeurs petit s, grand S est un estimateur biaisé de sigma, et donc il faut corriger ce biais par un petit calcul. Donc si on veut une moins mauvaise estimation de sigma, donc sigma chapeau, il faut corriger petit s par la racine carrée de n sur n-1. Donc c'est un coefficient correcteur qui va avoir pour effet d'augmenter légèrement la valeur petit s pour donner une meilleure estimation de sigma. Donc à partir de 0,0154, 74 relevés sur l'échantillon, on estimera sigma à 0,056, 16. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais voilà, pour l'écart type c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on va évidemment non pas se cantonner à une estimation ponctuelle, mais créer des intervalles de confiance, en particulier pour la moyenne mu et la proportion pi, donc deux cas de figure très différents qui concerneront des exercices différents. Mais donc, comment trouver un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle autour de la valeur citée et donc relevée dans l'échantillon ici, avec par exemple 95% de confiance, eh bien ça va dépendre d'un certain écart type. Un écart type qui vient de l'échantillonnage, puisqu'on sait comment devraient se comporter les échantillons. Alors, regardons un petit peu ce qu'il est possible de faire. Pour estimer mu par intervalle de confiance, il y a deux cas de figure qu'il va falloir considérer. C'est le cas où l'écart type sigma de la population est quand même connu, ce qui peut se produire, mais qui se produit dans peu de cas. Regardons ce que nous disait l'échantillonnage. Si on connaissait la valeur de mu,
On pourrait déterminer autour de mu un intervalle central contenant 95% des moyennes des échantillons d'une taille donnée. Donc ça, c'est un résultat lié à ce qu'on a vu en échantillonnage. Et on sait très bien créer un intervalle à 95% de confiance autour d'une valeur connue. Donc si on connaissait la moyenne relevée dans la population, on saurait que les x bar, donc la variable x bar, relevable dans les échantillons, est distribuée par une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma sur racine de n. Voilà, donc à supposer grand n supérieur à 20 petit n, on avait vu ça en échantillonnage, donc on va se placer dans le cas simple, qui est celui-ci. Alors, puisque 95% des échantillons devraient se trouver, par exemple, entre mu moins 1,96 sigma sur racine de n et mu plus 1,96 sigma sur racine de n, on peut inverser la réflexion en disant maintenant, si dans l'échantillon on a relevé une valeur x bar, on peut créer autour de x bar le même type d'intervalle de confiance pour la probabilité que cet intervalle contienne la moyenne de la population. Donc on va créer le même intervalle mais centré sur x bar, puisque maintenant, ce qu'on connaît c'est x bar et pas mu. Et ça fonctionnera très bien, donc on agira sur la même logique. Par contre, si l'écart type est inconnu, je reviens en arrière pour montrer que la loi normale qu'on utilise dans le cas sigma connu, elle utilise sigma justement. Si jamais sigma est inconnu, on ne peut plus faire ce passage-là, et cette fois-ci on est sur une loi normale en bas à gauche ici, dans laquelle non seulement mu est inconnu, mais aussi sigma. Et là, on a un problème. Lorsque deux variables sont inconnues, on ne peut plus utiliser une loi normale pour faire notre estimation par intervalle de confiance. Donc là encore, je ne rentrerai pas dans le détail, le but c'est de vous exposer les cas de figure et la façon dont on s'en sort, en gros. Donc cette fois-ci, autour d'une moyenne inconnue, la distribution d'échantillonnage des moyennes a un écart type inconnu, et là ça nous pose vraiment problème. On ne peut pas inverser le raisonnement en utilisant une loi normale, puisqu'il nous faudrait un écart type. Lorsque deux variables sont inconnues, on va devoir créer une loi qui doit se substituer à la loi normale. Ça a été créé, ça date de un petit peu plus d'un siècle, et ça s'appelle la loi de Student. Donc je ne peux pas passer par ma loi normale centrée réduite ou ma loi normale générale pour créer un intervalle à 95% de confiance par exemple. On va utiliser la loi de Student, que je note ici donc ST, et cette loi utilise des degrés de liberté comme on a pu le découvrir dans la loi du qui 2 par exemple. Alors ici, en fonction de la taille d'échantillon petit n, le nombre de degrés de liberté de la loi de Student va être égal à n-1. Et on va trouver dans une table de Student une lecture possible avec le bon nombre de degrés de liberté pour trouver un coefficient à appliquer pour notre intervalle de confiance qui ne sera plus 1,96 mais un coefficient de Student qui est systématiquement un peu plus élevé que le coefficient de la loi normale. Par exemple ici dans un cas de figure, le coefficient de Student peut être égal à 2,01 au lieu de 1,96. Et ce qui fait qu'on aura à l'arrivée un intervalle de confiance d'une largeur un petit peu plus forte que celle qu'on aurait créée avec une loi normale, puisque mon coefficient est un petit peu plus élevé. Donc on va utiliser une loi normale entre guillemets qui aurait pour centre x bar et pour écart type sigma chapeau sur racine de n, mais avec un coefficient de Student. Alors évidemment, on verra tout ça en exercice dans le détail, hein, en appliquant ça et en allant chercher, on le verra, des coefficients de Student dans la table. Alors, il faut bien reconnaître qu'en plus, on est dans une situation qui est très générale, hein. Il est vrai que quand on ne connaît pas les mesures d'une population, en général, on ne connaît pas l'écart type. Alors, regardons ça justement dans un exemple. Estimation ponctuelle et intervalle de confiance. J'ai ici le chiffre d'affaires, pas très précis d'ailleurs, hein, d'un certain nombre d'entreprises. Avec, une fois le total fait, 50 entreprises. 6 entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 0 et 2 millions d'euros, 12 entre 2 et 3 millions d'euros, et ainsi de suite. Ça, c'est un échantillon d'entreprises par rapport à une population générale d'entreprises d'un certain secteur d'activité. On nous demande de donner une estimation ponctuelle du chiffre d'affaires moyen
et de l'écart type du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises, non pas de celles qu'on a sous les yeux, mais de toutes les entreprises de ce secteur d'activité. Alors, pour trouver l'estimation ponctuelle du chiffre d'affaires moyen dans ce secteur, on va se servir du chiffre d'affaires moyen relevé dans l'échantillon. Et on n'aurait aucun mal à trouver ce chiffre d'affaires moyen, ici 3,41 millions d'euros. On n'aurait pas de mal non plus à calculer l'écart type de cet échantillon, donc petit s, en entrant ce tableau dans une calculatrice par exemple. Et à partir de cette valeur petit s, en multipliant par la racine carrée de 50 sur 49 ici, on va trouver 1,358 millions d'euros. Maintenant, comment faire pour avoir un intervalle de confiance du chiffre d'affaires moyen dans la population du secteur d'activité au niveau de 95%? Eh bien ici, nous avons à utiliser bien sûr le chiffre d'affaires moyen relevé dans l'échantillon, donc 3,41 millions d'euros. Et puis nous avons à nous poser la question, est-ce que l'écart type de la population est connu ou pas? Est-ce que sigma est connu ou pas? Ici, non. On a simplement à droite trouvé une estimation de sigma, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît. Donc sigma est supposé inconnu, on utilisera une loi de Student et en particulier un coefficient de Student à appliquer dans la formule de l'intervalle de confiance. Alors, je remets ici le petit graphique qui était illustré qui illustrait la diapo précédente, mais regardons maintenant très concrètement ce qu'on doit faire. Pour lire un coefficient au bon endroit dans la table de Student, nous devons compter le bon nombre de degrés de liberté. Alors ici, on en a 49, et on a besoin aussi du niveau de confiance désiré pour l'intervalle, comme en lot normal d'ailleurs. Donc nous avons un niveau de confiance de 95%, un risque alpha de 5% pour aller viser au bon endroit dans la table de Student. Et dans la table de Student, on va trouver pour un risque de 5% et 49 degrés de liberté un coefficient de 2,01. Le coefficient, je le note U pour une loi normale, je le noterai T pour une loi de Student pour qu'on ne fasse pas de confusion. La formule de l'intervalle de confiance dans le cas sigma inconnu, celle que vous trouverez dans votre formulaire, c'est celle-ci. Donc vous allez calculer x bar plus ou moins t fois s sur racine de n-1. Je rappelle qu'une formule d'intervalle de confiance avec une loi normale et un cas sigma connu aurait donné x bar plus ou moins u fois sigma sur racine de n. Donc là c'est la traduction de la même formule mais en utilisant une loi de Student. Donc ici, on va utiliser la valeur petit s qui n'apparaissait pas au-dessus d'ailleurs. J'avais directement calculé sigma chapeau qui est un petit s transformé avec la racine carrée de n sur n-1. La valeur petit s venant du tableau de l'échantillon, donc l'écart type de l'échantillon, c'était 1,3442. J'effectue mes calculs et je m'aperçois que j'ai 3,024 millions d'euros, 3,796 millions d'euros. Alors en arrondissant, on est entre 3 et 3,8 millions d'euros. J'en profite pour dire que le but d'un intervalle de confiance pour une estimation, ça n'est pas d'être précis. D'ailleurs, plus vous cherchez un niveau de confiance élevé, et plus vous allez tomber sur un coefficient, ici de Student, mais de loi normale également, élevé. Ce qui va avoir une influence sur l'amplitude de votre intervalle de confiance et ce qui va avoir pour effet de l'élargir. Donc plus votre niveau de confiance est élevé, plus votre intervalle de confiance est large et moins votre estimation est précise. En fait, un intervalle de confiance est intéressant pour son extérieur. C'est-à-dire qu'on voit ici par exemple qu'il y a 5% de risque que le chiffre d'affaires moyen dans ce secteur d'activité ne soit pas dans cet intervalle. Il y a 2,5% de risque qu'il soit inférieur à 3 millions d'euros et 2,5% de risque qu'il soit supérieur à 3,8 millions d'euros. Donc pour faire une estimation, on se fixe un seuil de risque, ici c'était 5%, que l'on considère comme acceptable. On calcule notre intervalle de confiance et on sait que on peut miser sur une valeur plancher de 3 millions d'euros par exemple ici pour le chiffre d'affaires moyen du secteur d'activité. Alors, on va s'intéresser maintenant à une proportion. Donc, sortons de la formule de la moyenne. Donner une estimation ponctuelle de la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 4,5 millions d'euros. Alors, pour faire une estimation de cette proportion dans la population, il faut déjà connaître la proportion dans l'échantillon, donc dans le tableau qui se trouve au-dessus.
Les entreprises qui dépassent 4,5 millions d'euros, j'en trouve 5 dans la dernière colonne du tableau, mais je vais en prendre 5 aussi dans l'avant-dernière colonne. Puisque j'ai ici 10 entreprises dont le CA est entre 4 et 5 millions d'euros, donc je vais estimer qu'il y en a la moitié entre 4,5 et 5 millions d'euros. Donc ça va me faire en tout 5 plus 5, 10 entreprises sur les 50, donc la proportion relevée dans l'échantillon est 10 sur 50, c'est-à-dire 20%. Ça, c'est la proportion P, et on a vu tout à l'heure que l'estimation de pi que l'on peut faire, ponctuelle, c'est directement la proportion relevée dans l'échantillon. Mais il est plus intéressant de donner évidemment un intervalle de confiance. Donc ici, on va choisir un seuil de risque de 1%, donc un intervalle à 99% de confiance. Lorsqu'on estime une proportion, il n'y a pas deux cas de figure à envisager. On a toujours une formule unique qui utilise un coefficient de loi normale, donc les choses sont plus classiques, on va dire. Et cette formule, c'est celle-ci. Mon coefficient de loi normale, si on se souvient des grands classiques, hein, pour un risque de 1%, il sera égal à 2,58. Pour le reste, on n'a plus qu'à utiliser les valeurs relevées dans l'échantillon, à savoir la proportion P qui vaut 0,2 et petit n, la taille de l'échantillon, qui vaut 50. Donc le calcul est très rapide et il nous conduit à ce résultat-là. Donc ici un intervalle de confiance qui nous mène entre 5,4% et 34,59%. Donc par exemple, il y a 0,5% de risque que la proportion dans la population dépasse 34,6% en arrondissant. Et il y a 0,5% de risque par contre que la proportion dans la population soit inférieure à 5,4%. Voilà ce qu'on peut en dire ici. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous pour une vidéo de correction d'exercice où on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans le détail dans de multiples cas de figure différents possibles, ce qui, je l'espère en tout cas, vous permettra de traiter plus efficacement des exercices. À très bientôt.